J'aime bien faire des vidéos, des photos. J'ai vu que les gens, ça les intéressait aussi, que ce soit des agriculteurs, que autant des gens qui venaient pas du tout de ce milieu et qui tout à coup ont commencé à poser des questions. Donc je trouve que voilà, les gens apprennent aussi pas mal de choses en suivant certaines vidéos. Et donc je pense que c'est pas montrer une autre image, c'est montrer l'image actuelle en fait des agriculteurs actuels. Des images d'aujourd'hui, par TikTok, pour montrer le monde agricole d'aujourd'hui. Un monde dévoilé par une jeune femme, d'aujourd'hui, elle aussi. Car les femmes sont restées souvent muettes et invisibles dans ce milieu qui a longtemps été l'apanage des hommes. Un monde où le travail des femmes est rarement reconnu à sa juste valeur et où l'accès à la terre leur a longtemps été tout simplement refusé. Laure Trebout n'est pas agricultrice, mais elle a épousé un agriculteur, Nathan. Du moment qu'on a commencé à être un peu amoureux, tout ça, j'ai découvert sa vie ici en fait. Et puis après, ça s'est fait petit à petit. On a eu Maëlie, la première, j'étais quand même jeune. Donc j'ai continué quand même à travailler un petit peu à côté. Et puis là, ça fait que depuis l'année dernière que j'ai arrêté de travailler et que je suis là à 100%. Et c'est vrai que c'est pas tellement un choc, c'est plus une évidence, je crois, en fait. Pour cette jeune citadine, se retrouver du jour au lendemain à la campagne ne coulait pas forcément de source. Par rapport au travail de la ferme pure avec les vaches, les petits veaux, j'ai pas tellement de limites. Si c'était que pour l'instant, j'ai quand même encore un peu peur des vaches, quoi. C'est quand même une limite considérable, mais ça a peut-être évolué, hein. J'aimerais bien savoir conduire le tracteur aussi. Je me dis qu'en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait leur être utile. Vous vous êtes jamais imaginé un jour paysanne? Non. Et ma maman, ça l'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Quand maintenant elle sait que je suis allée avec Nathan un soir à l'écurie récupérer un petit veau parce qu'il y en a une qui a vélé au milieu de la nuit. C'est vrai que ça l'a fait bien rire. Cela fait 10 ans que Laure vit sur cette exploitation laitière à Bassin, au-dessus du Nyon, avec son mari et leurs 3 enfants. Depuis la naissance de sa dernière fille, elle a quitté son emploi dans la communication à Lausanne pour se consacrer à ses enfants et à la vie de la ferme. Son rôle est appelé à changer profondément. Elle va devenir ce qu'on appelle une paysanne, le nom que l'on donne très officiellement aux épouses d'agriculteurs. C'est quand même une étape, même si on sait bien que dans les fermes, les beaux-parents, les grands-parents sont toujours là autour pour aider, du moins ici. Mais ça va quand même être une grosse étape, la reprise de la ferme. Et puis on sent que nous, on a aussi envie avec Nathan de se voir confier nos responsabilités, même si on sait que ça va être dur. Le jeune couple est en effet à un tournant. Il va se voir confier les rênes du domaine familial où vivent encore 3 générations, dont la grand-mère et les parents de Nathan. Pour Laure, cette passation va l'amener à devoir s'impliquer davantage dans les travaux quotidiens. Elle devra peu à peu reprendre des activités peu visibles et souvent dévolues aux paysannes dans les exploitations agricoles. Et pour elle, tout est à apprendre. Je peux vous aider? Oui, je peux vous aider. Alors on va semer les haricots, alors voilà, alors il faut faire la ligne comme ça, hein. Tu vois, je suis assez droite ou quoi? Le carreau, il est un peu biscornu, mais tant pis. Mais en fait, j'ai jamais semé les haricots, je crois. Ah? J'ai jamais semé les haricots, je crois. Bon, alors, tu vois, on met... Tiens, je te donne le paquet. Alors, on en met 2, 3. Tu sais, hein, si on a des fois 3, des fois 4, ça fait rien, hein. Ouais. Dites-moi, Janine, Oui. vous aimez ces moments comme ça que vous passez avec Laure à lui apprendre des choses? Ah oui, forcément, la vieille, hein, elle peut bien montrer à la jeune, hein. On a de l'expérience, hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui vient, c'est une intellectuelle, alors c'est pas une paysanne, hein, c'est pas une terrienne, hein. On part de zéro, vraiment on part de zéro.
Bah voilà, là, les haricots, c'est la première fois que j'en plante. Et puis, en fait, chaque année, pourtant, j'ai fait les courgettes, les salades, enfin, voilà, quoi. Mais je pense, voilà, ouais, au fur et à mesure des années, ça s'apprend, puis il faut s'intéresser de plus en plus aussi. Oui, puis avoir quand même une bonne santé, hein, parce que c'est quand même pénible, là, la terre. Des travaux pénibles, mais indispensables. Car un potager sur une ferme, c'est la promesse de nourriture à bon prix pour toute la famille, tout au long de l'année. Et Laure y met sa meilleure volonté. De la volonté, elle devra en avoir encore plus pour reprendre la comptabilité et l'administration. Car les exploitations se gèrent aujourd'hui comme de véritables entreprises, avec une bureaucratie de plus en plus complexe depuis l'entrée en vigueur des paiements directs, ces subventions que l'État accorde aux paysans. C'est Bernard, son beau-père, qui lui sert de guide. Alors ici, je vais te montrer quand même quelque chose. Donc tu vois ici, chaque fois pour la vache, là, il y a entrée, il y a sortie, pour chaque bête, depuis sa naissance. Voilà, tu vois, elle est née le 16 mai 2020. Ouais. Elle est rentrée le 7 juillet à Jurion, au Mazel. Ils sont descendus le 29 septembre. S'il y a un jour d'écart, l'historique est incomplet et t'as une petite croix rouge qui arrive. Puis c'est quoi une petite croix rouge? C'est 25 francs d'amende. Le jour où la bête part à l'abattoir. Et si on le fait pas? Eh bien, l'historique est incomplet et puis c'est des diminutions de paiement direct. Quand on sait que les paiements directs représentent parfois plus de 50% du revenu d'une exploitation, on comprend mieux les enjeux de la maîtrise de toute cette bureaucratie fédérale. Bernard, population, t'es prête à reprendre tout ça? Elle s'y met. C'est pas facile pour elle parce que elle n'a pas d'origine paysanne. Mais ma maman, ma femme, ma belle-fille ne sont pas d'origine paysanne. Et puis ma maman et ma femme s'y sont bien mises, donc il n'y a aucune raison qu'elles s'y mettent pas, quoi. Vous vous sentez quelque part redevable? Enfin, ils vous transmettent quelque chose quand même, non? Ben, je pense ouais, alors, ben, c'est sûr. Moi, je me sens redevable d'essayer de tout comprendre et d'essayer de faire comme il faut faire, quoi. Puis que ça va tourner. Et puis, en même temps, lui, il met toute sa confiance en nous. Là, il transmet tout, quoi. Toute sa vie. Alors, c'est clair que être redevable, c'est de faire que ça marche, quoi. Vous êtes confiant pour l'avenir de cette exploitation? Alors, pas au niveau... Je suis confiant au niveau du travail qui va se faire. Mon souci, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer et si on va continuer à nous appuyer sur la tête, financièrement. Parce que si on coupe les paiements directs, si on baisse encore le prix du lait, ce sera ingérable, quoi. Bah, c'est plutôt ce côté-là qui me fait peur, moi. Est-ce que vraiment on va, un jour, nous laisser faire les choses voilà, d'une manière convenable et puis en faisant confiance aux agriculteurs, quoi, en fait. Et être payé correctement. C'est ça, le gros dilemme. Car c'est bien un gros deal. La majorité des paysans se bat aujourd'hui pour ne pas sombrer dans la précarité. Rares sont les exploitations qui génèrent plus de 70 000 francs par année. Alors être femme, dans ce milieu très masculin, c'est encore moins évident. Anne Chenvar porte le titre d'agricultrice parce qu'elle est à la tête de son exploitation. Sa position est encore rare en Suisse, puisque seuls 7% des domaines sont dirigés par des femmes. Et pour cause. Pour de nombreux hommes, remettre la terre à une femme ne va toujours pas de soi. Je n'étais pas du tout destinée à reprendre la ferme. Puis finalement, la vie s'est faite autrement. Mon frère a choisi une autre voie, ma sœur aussi. Puis mes parents arrivaient gentiment à la retraite, donc je me suis dit, pourquoi laisser partir ce patrimoine? Après, je pense qu'en tout cas, chez nous, mon père, il n'en a jamais beaucoup parlé. Mais je pense quand même que
pour lui, puis certainement pour la plupart des hommes, il y a une vraie déception, puis il y a quand même un deuil qui est à faire quand finalement ce fils, il reprend pas la ferme. Ça reste tellement quelque chose de viscéral de transmettre ce patrimoine à son fils que je pense que c'est quand même une déception, peut-être une souffrance et en tout cas un deuil à faire. D'ailleurs, on parle d'un patrimoine, hein. Donc ça veut dire c'est le père qui va transmettre, on ne parle jamais d'un matrimoine. Donc c'est quand même quelque chose qui, même dans notre langage, est ancré. Et ce matrimoine, Anne le dirige avec enthousiasme, jour après jour. Cela fait 6 ans maintenant que son père lui a transmis les rênes de cette ferme laitière à Corcelles-le-Jorat, dans le canton de Vaud. 6 ans. Et une passion pour le lait, pour les vaches, toujours intacte. J'aime beaucoup le fait d'être mon propre patron, d'être une entrepreneuse. Et puis moi j'aime la production laitière, j'aime le lait, j'aime le fromage, j'aime, je pense, toute la culture qu'il y a là autour. Et puis de me dire que c'est quelque chose qui existe depuis des générations, puis être une génération de plus, je crois que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais derrière cet enthousiasme se cache aussi un quotidien de labeur. Si on ne le vit pas réellement, on ne peut pas se rendre compte ce que c'est de vivre avec du bétail laitier parce qu'on ne peut jamais partir. Quand on veut partir, les vaches ont cassé le parc et puis finalement on ne part plus. On doit se lever la nuit pour surveiller un village. Je crois qu'il n'y a pas un jour sans imprévu, en fait. Donc quand une journée se passe sans catastrophe, on est content, on se dit finalement tout s'est bien passé. Et je pense que c'est vrai que c'est une grosse contrainte. Et on est des fois un peu prisonnier de ce troupeau. Une contrainte d'autant plus lourde à porter que le lait est de plus en plus mal payé. Je pense que si je dois arrêter de produire du lait, ce sera un peu un échec pour moi. Ça veut dire qu'on n'aura pas réussi à trouver des solutions pour améliorer notre revenu, améliorer notre quotidien. Puis je pense que c'est aussi notre rôle de militer puis d'essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse continuer de traire des vaches en Suisse. Et elle ne dit pas cela pour rien. Chaque année, près de 750 agriculteurs abandonnent la production laitière en Suisse car ils ne peuvent pas en vivre. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous... Anne, elle, refuse de baisser les bras. C'est pour cela qu'elle s'est engagée aux côtés de ceux et de celles qui ont mené la lutte pour un prix du lait équitable. Et nous-mêmes de commercialiser des produits laitiers. Un prix qui se justifie d'autant plus quand on sait le travail derrière chaque litre de lait. Anne porte aujourd'hui seule cette charge sur ses épaules. Son père, qui l'a accompagnée depuis toujours, est décédé il y a quelques mois. Et à côté de la ferme, il y a sa vie avec son garçon de 12 ans, qu'elle élève seule. On a une charge qui est énorme quand on doit mener une exploitation, quand on doit gérer un troupeau, quand on doit accomplir une charge administrative qui est de plus en plus complexe, de plus en plus lourde, puis parallèlement s'occuper d'une famille. C'est vrai que c'est la double charge. Et je pense que d'autant plus quand on est une chef d'exploitation, on fait un travail qui est invisible, on doit presque se justifier de passer du temps à la maison, que quand on n'est pas dehors sur le tracteur, c'est un peu comme si on faisait rien. J'ai souvent l'impression de négliger ma famille, ma maison, pour pouvoir faire tourner ma ferme. Puis quand je m'occupe de ma famille, j'ai l'impression de négliger ma ferme. Maman, Solène, ça va? Ouais. J'ai l'impression que beaucoup de mes collègues agricultrices souffrent un petit peu de cette espèce d'ambivalence. On se sent peut-être jamais à la hauteur dans aucune des deux tâches, ou en tout cas on a l'impression de ne pas en faire assez. Ouais. Je te mets du saucisson? Je te mets 3 tranches ou bien? Ouais, vas-y. Vas-y, allez, top comme ça. Impec. Bon appétit. Devenir chef d'exploitation pour Aline, en revanche, a presque coulé de source. Il faut dire qu'elles étaient 2 filles en famille et qu'elle a toujours travaillé avec son père. À la mort de celui-ci, il y a 5 ans, elle s'est retrouvée à la tête d'un domaine arboricole dans la plaine du Rhône, à Saillon, où elle cultive des pommes, des poires, des abricots et du raisin. On est peu d'exploitantes. Je ne suis pas femme d'eux, c'est moi, la patronne.
À l'école d'agriculture, en fait, il y avait déjà pas mal de filles, mais pas forcément qui reprenaient les exploitations. En arboriculture, moi j'étais toute seule dans la classe. À Changin, j'étais toute seule aussi comme fille. Et dans mon métier, j'en connais, mais il y en a toujours peu. C'est quand même beaucoup d'heures, c'est des heures à l'extérieur. Physiquement, c'est quand même assez pénible. Mais c'est un beau métier, c'est tout à fait accessible pour nous. On doit juste réfléchir un petit peu différemment. On ne va pas travailler comme un homme, mais il suffit juste de s'entourer d'une bonne équipe, ce que j'ai la chance d'avoir. Puis oui, ça, je pense, ça aide beaucoup, l'équipe derrière. Oui, très bien. Ça a pas mal poussé, hein. Ouais. Vous avez suffisamment de boucles, vous avez assez de matériel. Avoir des employés, c'est obligé. Vu la taille de l'entreprise, oui. Mon papa a travaillé avec la main-d'œuvre familiale, mais moi, j'ai engagé du personnel, oui. Et puis travailler sans hommes, ce serait possible? Étant donné que je suis une femme chef d'entreprise, je préfère entourer d'hommes parce qu'effectivement, ils peuvent faire des boulots où ça réclame un peu plus de force. Aline a surtout besoin de force mentale pour faire face aux imprévus du quotidien qui ne l'ont pas épargnée ces dernières années. Dernière bataille en date, le gel extraordinairement long du printemps dernier, alors qu'elle avait déjà eu une récolte de pommes peu abondante l'année précédente. C'était compliqué pour moi de financer l'achat de bougies, par exemple, parce que comme j'étais déjà serrée financièrement, j'ai quand même fait le choix au dernier moment d'aller les chercher. Je les ai allumées une nuit. Après, je suis partie à l'eau rapidement, quelque chose qui me coûte un petit peu moins cher. Donc j'ai commencé à lutter pour le gel sur les abricots, puis après sur l'entier du domaine. C'est déjà tendu en début d'année. Cette année, sa perte sur les abricots se monte à 60%. Et la récolte de pommes n'a pas tenu toutes ses promesses. Elle espère pouvoir atténuer une partie de ses pertes avec sa gamme de jus de fruits, une activité qu'elle a lancée il y a peu pour diversifier ses revenus. Bonjour. Ça me permet quand même de revaloriser une partie de ma production qui ne pourrait pas passer en premier choix chez un grand distributeur. Oh, magnifique, le Port William. C'est déjà 5 productions différentes, ce qui dilue les risques. Mon but, c'était de diluer, et puis que si tout d'un coup, il y a un côté qui ne fonctionnait pas, je puisse me récupérer d'un autre. Parce que personne m'aide financièrement, je suis seule. Bien que bardée de diplômes avec ses 4 CFC en agriculture, un brevet et une maîtrise fédérale en arboriculture, Aline bataille pour se faire sa place dans ce monde d'hommes. Dans l'idéal, il me faudrait un petit peu plus de surface. Mais effectivement, les collègues qui arrivent un peu sur l'âge de la retraite, ils laissent plutôt à d'autres hommes qu'à moi, alors que c'est à côté de mon domaine. Ouais, ils disent que je manque d'expérience, alors que bon, ça fait passer 20 ans maintenant. Alors ça, je peux pas trop l'expliquer, mais c'est encore comme ça. Après, sur le domaine, les collègues masculins, c'est peut-être le côté un peu paternel. Est-ce que tu as besoin de nous? T'as besoin qu'on te croche quelque chose? Effectivement, si j'ai un problème, je sais qu'ils sont là. Hein. J'ai plusieurs numéros, des personnes qui peuvent m'aider. Oui, ils ont gardé ce côté paternel, ouais. Ici, on est devant ma plantation, celle que j'ai faite sans mon papa jusqu'à maintenant. J'ai hérité d'un domaine que mon papa avait monté et maintenant j'ai pu, moi, faire quelque chose qui me correspondait. Est-ce que vous aviez un doute sur le fait de ne pas y arriver ou... Je suis quand même une femme dans l'agriculture, donc j'avais, je pense, quand même des choses à prouver. Puis maintenant que ça fait 5 ans, je pense que c'est fait. En tout cas, j'espère. Chez les Treboux, les femmes ne sont pas les chefs de l'exploitation. Elles sont les paysannes, les femmes de. Chacune d'entre elles a dû prendre sa part de travail sur la ferme. Liliane, la belle-mère de Laure, a toujours aimé le lait, les vaches. Et la traite fait partie de son quotidien. J'y suis tous les jours. Pour quelle raison? Ils ont besoin de moi quand même. Non, en général, je viens pour faire les écuries avec les hommes. Ensuite, je commence à traire. J'attends mon lait pour les veaux, puis je vais soigner mes veaux. Matin et soir. Matin et soir, oui, bien sûr. Ouais. Le matin, c'est très très tôt. Hein. Ah oui, c'est tôt, ça va. C'est autour des 5h moins quart, en général. Ça va.
Janine, la grand-mère, a toujours refusé de traire. Mais elle non plus n'a pas compté ses heures entre le jardinage, le soin aux petits veaux, la comptabilité et la tenue de carnets de bord dans lesquels elle consignait avec minutie les faits et gestes de la ferme. Alors là, le 19 mai, sorti les veaux pour la première fois. Eh ben, c'était tard. Mener les vaches au Charnet, elles n'étaient pas encore à la montagne. Retourner chercher la baronne au Chaleur. Ça veut dire qu'il fallait l'amener au taureau, la saillir. Vous avez toujours tenu à écrire comme ça Un petit peu, oui. Puis j'aime bien des fois marquer parce qu'ils viennent contrôler. Hein, mais puis surtout maintenant, encore plus. Hein, ils viennent contrôler quand on a semé, quand on a récolté. Et puis avec le recul, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, quand même. Bon, travailler, on a toujours travaillé hein, à la ferme. Je pense pour aider son mari. Je vois ma belle-fille, elle a repris aussi pour soigner les veaux, puis même Laure maintenant, qui commence. Hein. Ça vous fait plaisir de voir ça? Oui. Maman, je les ai rentrées les poules, elles étaient dehors. Hein. Ouais. Quand j'ai vu, mais c'est une mère avec ses 3 petits. Puis Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé pour être dû comme ça? Ils ont déjà eu des poules, quoi. Et donc vous avez toujours comme ça vécu à plusieurs familles dans la même maison? C'est une tradition? Faut mettre le pain dans sa poche. Un petit pain. Ah oui, Hein? faut apprendre. Hein. Bon, oui, puis ça va quand même, hein? Oui. Hein? Ça a quand même été, hein? Bien sûr. Nous les deux. Chacun chez soi, ouais. Chacun chez soi, mais quand on est ensemble, ben on est ensemble, hein? Puis bien tranquille, voilà. Puis chacun expose ses idées, c'est pas toujours facile. Oh, non. Alors mesdames, j'avais envie de vous montrer quelques archives de la RTS. La paysanne est partout à la fois, au ménage, avec ses enfants. Et dès qu'elle a un moment, sur les champs. Elle trime en silence, un peu comme si elle était le second moteur de l'exploitation familiale. Mais que son homme soit pris par le service militaire, la maladie ou l'accident, et la voilà qui se révèle patronne, faisant marcher toute seule la machine. Elle est la souplesse même, une source d'énergie qui étonne. Et cela semble durer depuis toujours. On avait à faire, on était avec la fourche, il fallait aller tourner le foin. Mais avant, il ne fallait pas laisser du foin, il fallait aller rentrer derrière les hommes. Hein. Oh là là. Ça, on l'a fait aussi. Enfin, moi, j'ai fait la moitié de ce que vous avez fait. Ben voilà. Parce que j'ai vu, moi, le changement avec toutes les nouvelles machines qui sont arrivées. Ben voilà, ouais. Et puis, toi, t'es en plein dans les machines, quoi. Oui, alors il y a beaucoup moins de travail. Il va falloir conduire un tracteur. Bon, il y a beaucoup plus d'écriture, peut-être encore. Ah, maintenant, il y a beaucoup plus de bureaux. Le bureau, voilà, le bureau, Voilà. je pense que, ouais. Ouais. Des fois, je me dis, mais on est complètement dingue, hein, tout ce qu'on fait. J'ai l'impression, qu'on tient quand même tout à bout de bras, parce que Tu vois, moi, je trouve. Hein. À quoi tu t'engages? Oui. C'est vrai, ça. Ouais. Vous, Liliane, vous avez eu un salaire? Non. Ben non. Oui, mais bon, on a un salaire ensemble, j'entends, c'est un travail qu'on fait ensemble. C'était tout à fait normal qu'on travaille, puis pas avoir de salaire. Ouais. C'était pas pour les femmes avant, hein. Être paysanne depuis toujours, c'est une vie faite de travail, peu reconnue et souvent mal payée quand il est payé. Quand les couples tiennent, comme ça a été le cas chez les Trebout, cela ne pose pas trop de problèmes. Mais quand le couple casse, c'est souvent là que les ennuis commencent pour la paysanne. On n'a pas un statut de paysanne. Quand on épouse un agriculteur, on épouse la profession, on épouse d'abord l'homme, après on épouse la profession, après on épouse le domaine, et puis on épouse la famille. La belle famille qui très souvent est aussi sur le domaine. Du coup, en cas de divorce, Il faut tout laisser. Et ça, c'est aussi pas facile. J'ai cru que oui, je ferme la porte, je m'en vais, au revoir. Non. Puis surtout que j'étais beaucoup investie sur la ferme.
on n'est plus rien quelque part. Quand on s'investit beaucoup pour un temps, pour quelque chose, puis tout d'un coup c'est fini, c'est le choc. Hein. Ariane a vécu une vie de paysanne à Cugé au-dessus de Lausanne. Elle a divorcé après 30 ans de mariage, 30 ans pendant lesquels elle n'avait cessé de s'affairer sur la ferme. Il fallait faire les repas, la lessive pour tout ce monde, parce qu'on était vite 8, des fois 10 à table. Et puis après, je m'occupais du bureau, les paiements, les factures, le secrétariat, comme on dirait. Mais Ariane ne se contente pas de ce rôle relativement traditionnel. Sans le savoir, elle va faire office de pionnière en ouvrant un petit marché à la ferme, chose rare à l'époque. On est en 1994. On vendait un petit peu de lait, je faisais du pain, des tresses, parce que j'aimais bien tout ce travail de la boulangerie. Et puis, ça a très vite rencontré un gros succès, ce marché à la ferme. Un succès tel que la ferme va reconvertir une partie de sa production pour cette vente directe. Outre le magasin qui s'agrandit, Ariane ouvre aussi un service traiteur et un petit café, autant d'initiatives florissantes. Vous arrivez à en tirer un salaire de cette activité ? Non, parce que c'est un revenu de l'exploitation. Donc j'avais pas de salaire, j'ai jamais été déclarée. Pendant plus de 30 ans que j'étais à la ferme, j'ai jamais été déclarée. Un salaire à proprement parler, où il y a les cotisations, deuxième pilier, les cotisations AVS, il n'y avait pas, j'étais avec mon mari, avec son nom, quoi. Le paysan, l'argent qu'il a, il préfère l'investir pour acheter une machine, un tracteur, des champs, des bâtiments comme ça, que de payer des cotisations pour son épouse. C'est normal, elle est là, ça a toujours été comme ça. On divorçait pas avant, ça se faisait pas. La réalité qui l'attend est rude. Elle doit d'abord trouver du travail, car elle n'a pas un sou. Grâce à ses contacts dans le milieu paysan, elle obtient un emploi au service traiteur du marché paysan Terre Vaudoise à Lausanne. J'ai eu de la chance de pouvoir avoir ce travail. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans que je suis là. J'avais besoin de me sentir utile et puis encore à 55 ans, encore faire quelque chose quoi, de bien. Quoi. Oui, c'était important. J'avais besoin de ça. Et financièrement aussi ? Financièrement aussi, surtout financièrement, je dirais. Surtout financièrement. C'était mon premier salaire, à part que j'étais apprenti, mais c'était mon premier salaire, vraiment, où je cotisais, deuxième pilier et tout. Je dois juste passer, aller poser la carte. Durant la même période, Ariane retrouve un logement qu'elle peut acheter grâce au prêt d'un ami. En parallèle, elle conclut un arrangement avec son mari. Celui-ci lui verse une somme en plusieurs fois qui lui permettra de démarrer un petit deuxième pilier. Attends, maman. Maintenant, jusqu'à ma retraite, 64 ou 65 ans, on verra, je vis bien, quoi, je vis, ouais. Et après, vous avez fait des calculs un peu ? Vous savez, je n'anticipe pas tellement, on verra bien ce qui se passera dans 4 ou 5 ans, quoi. Et c'est bien le problème. Car ces quelques années de travail rémunéré depuis son divorce ne vont pas peser bien lourd quand il faudra faire les décomptes AVS et deuxième pilier au moment de la retraite. Ce statut précaire, les femmes paysannes en ont marre. Elles veulent que leur travail soit reconnu et payé à sa juste valeur pour ne pas se retrouver dans la précarité au moindre aléa de la vie. Elles vont désormais porter leur combat sur la scène politique. Leur porte-parole à Berne, c'est Anne Chaland, présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales. Cette Neuchâteloise a été nommée il y a peu au comité de l'Union suisse des paysans. Elle n'est que la deuxième femme à accéder à ce cercle très influent à Berne et depuis toujours très masculin. La commission de l'USP qu'elle préside a lancé il y a peu une campagne nationale sur la situation des paysannes. Cette campagne de sensibilisation a pour thème la couverture sociale des paysannes, avec une discussion sur les assurances et la retraite, la répartition du revenu pour apporter des solutions en cas d'éventuel divorce. Alors j'espère une amélioration nette et volontaire de la situation des femmes dans les exploitations agricoles,
que ce soit sur le plan juridique, sur le plan des assurances, sur le plan de la prévoyance, une prise de conscience, non seulement des femmes qu'elles ont le droit de demander des choses, mais aussi une prise de conscience chez les hommes qui sont encore en majorité les chefs d'exploitation, qu'ils ont aussi cette responsabilité vis-à-vis des personnes qui travaillent pour eux. Anne Chaland sait pourquoi elle mène ce combat. Pendant 30 ans, elle a soutenu son mari sur leur ferme de Fontaine-Melon, en assurant l'intendance, le ménage, les repas, la comptabilité et certains travaux de la ferme. Avocate de formation, elle avait abandonné une carrière prometteuse à Berne pour devenir paysanne. Fait particulier, son mari lui a rapidement octroyé un salaire pour son travail. Aujourd'hui encore, seul un tiers des paysannes touchent un revenu. Une épouse, quand elle vient sur une ferme, si elle fait du travail pour cette ferme, c'est difficile de le montrer et de le mesurer parce qu'elle fait souvent les travaux qui n'ont pas de nom. Mais en fait, c'est du travail. C'est aussi une forme de reconnaissance, de dire, ben voilà, ce secteur-là, c'est mon épouse qui s'en occupe. Ben, à la fin de l'année, quand on fait les comptes, ben voilà, ben, y a eu un travail effectué et puis il y a une rémunération qui est liée. Anne défend aujourd'hui une telle rémunération pour toutes les paysannes. Pour elle, pas besoin de réinventer le droit, les solutions existent déjà. Elle peut avoir lieu sous forme d'un partage du revenu avec un conjoint qui est annoncé à l'AVS comme indépendant, ou elle peut avoir lieu sous forme de salaire qui est versé à un conjoint qui a le statut de salarié, d'employé. Et ça, c'est des formes qui existent déjà sur la base du Code des obligations, donc ça n'est pas un problème. Ce qu'il faut juste, c'est faire le choix, de dire on va partager le revenu, on offre un statut au conjoint, et de choisir le statut. Encore faut-il convaincre l'Union suisse des paysans, présidée par une majorité d'hommes. Si celle-ci reconnaît que la rémunération des paysannes est un vrai problème à résoudre, elle refuse toute solution qui serait contraignante. Parce que justement, la solution ne serait pas simplement de verser un salaire. Oui, mais ils peuvent le faire. Les agriculteurs peuvent le faire. Hein. Mais les inciter. Ils doivent le faire. Et il faut les inciter. Il faut dire que c'est dans leur intérêt de le faire. Pour des raisons fiscales, pour des raisons de prévoyance également. Pour autant qu'il y ait un salaire. Pour le moment, l'USP n'est pas disposée à s'engager davantage. Au mieux, les paysannes auront bientôt une couverture sociale, mais ce n'est pas encore fait. Et elles sont loin d'obtenir une rétribution obligatoire pour leur travail. On est prêt à lier une mesure d'incitation, parce que le salaire des paysans, le salaire des paysannes, c'est une problématique qui est plus complexe, mais ici il y avait un élément d'incitation, obliger les agriculteurs, pour obtenir des paiements directs, d'assumer une perte de gain en cas de décès, d'invalidité et de maladie. Ça, c'est un premier pas dans la bonne direction en obtenant de la part des dirigeants des organisations agricoles des recommandations claires sur le fait que le partage du revenu peut être une bonne solution. Ça, c'est vraiment une évolution. Si Françoise Marinda avait eu un salaire pour son travail de paysanne, sa vie aujourd'hui serait sans doute plus simple. Après 30 ans de mariage, elle se sépare de son mari, quitte la ferme et par là même tout ce qui faisait son quotidien. Pour moi, ça a été très dur parce que c'est un deuil à quelque part. On lâche tout. Et puis, j'étais mal, quoi, parce que... Puis en même temps, c'est moi, c'est moi qui suis partie, c'est moi qui ai sauté dans le vide parce que je pouvais plus. Fallait que je trouve une solution. Et puis, je suis partie comme ça. Du jour au lendemain, elle se retrouve seule. Sans travail, sans revenu, elle doit repartir de zéro. On n'a pas d'expérience, on a quand même un certain âge, c'est pas évident. Puis là, j'ai dit, il faut que je me débrouille. J'ai fait un peu de tout, hein. J'ai été même serveuse, j'ai tout fait pendant un temps pour pouvoir essayer de m'en sortir. Et puis c'est vrai que j'ai essayé de demander le chômage, mais même pas, parce que comme j'avais pas de revenus, donc j'ai même pas droit au chômage.
Françoise, compte tenu de votre situation sans salaire, vous n'auriez pas pu toucher d'aide de l'État notamment? Alors oui, j'aurais pu la demander, mais de toute façon, derrière, ils allaient récupérer où ils pouvaient. Donc ils allaient retourner récupérer sur le domaine. Puis je ne me voyais pas faire ça, surtout vis-à-vis de mes enfants, quoi. Son dilemme, c'est qu'elle craint que l'État n'aille ensuite récupérer des fonds sur la ferme, c'est-à-dire sur le futur domaine de ses fils. Et c'est typique de ces paysannes divorcées. Elles sont en permanence dans un conflit de loyauté à l'égard de leurs enfants et renoncent souvent à leurs droits. Françoise s'est alors retrouvée en grande difficulté. Et trouver un appartement a été compliqué. Les loyers ne sont pas donnés, c'est cher. Mais j'ai eu une chance terrible, c'est qu'on ne m'a pas demandé de fiche de salaire. Puis on m'a fait confiance parce qu'on me connaissait. Tandis que suivant où j'allais, j'ai été voir ailleurs, je voulais m'éloigner un peu, mais impossible de trouver parce que partout il fallait des fiches de salaire. Puis j'avais rien à leur présenter. Pour s'en sortir, à 55 ans, elle reprend des études, décroche un certificat d'une école de comptabilité à Vevey et se lance en indépendante. J'ai des amis qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné leur comptabilité, je fais les déclarations d'impôts, mais c'était jamais du long terme, c'est toujours du dépannage. Et puis, maintenant, j'ai décidé qu'il fallait que je me foute un coup de pied au cul pour avancer encore mieux. Donc, je suis en train de faire le diplôme de comptable spécialisé. Je transpire, c'est hard, mais je me dis, faut le faire, quoi, on verra bien. Vous avez des mérites en tout cas, vous êtes fière de vous? Ouais, là, je suis contente de moi, mais j'espère que ça va aller, mais non, je suis contente de moi. Puis comme ça, je sais qu'avec ça, je peux être encore d'autant plus indépendante. Et puis, je sais que je vais devoir travailler au-delà de la retraite, donc j'ai pas d'autre solution. Alors. Si ça ne se faisait pas de divorcer autrefois dans les campagnes, le combat des paysannes pour une reconnaissance de leur travail remonte, lui, à plus d'un siècle. Un combat qui a commencé dans les rues de Moudon. Monique Tombé est paysanne, elle aussi, et elle s'est passionnée pour la lutte de ces pionnières. Son enthousiasme et ses connaissances lui ont valu de collaborer au montage d'une exposition sur les 100 ans du mouvement de ces paysannes d'alors, à la demande de la directrice du musée du Vieux Moudon. Tu te souviens qu'elles devaient faire leur réunion en cachette? Et oui, puis même personne ne voulait leur prêter une salle à Moudon comme ça pour leur... donc en tout cas, même certaines femmes n'étaient pas d'accord qu'elles se ressemblent, tu te souviens? Elles étaient appelées le soviet des productrices dans la presse locale. Quand tu vois ces dames, tu te dis qu'elles étaient vachement courageuses. Oui, oui. C'était des femmes solides qui se sont engagées malgré toutes les critiques des Moudonnois de l'époque. L'exposition, baptisée « Paysanne par amour, féministe par choix », était centrée autour de la personnalité d'Augusta Gilabert, la fondatrice du mouvement. Il y a 100 ans, ces revendications n'étaient pas très éloignées de celles des paysannes d'aujourd'hui. Elle avait même commandé un film pour montrer le travail de ces femmes à la campagne. Celle-ci réclamait déjà de pouvoir garder pour elles l'argent de la vente de leurs légumes au marché. Cela en guise de salaire. Puis tu crois que ces agriculteurs, donc ces maris, ils avaient peur parce qu'ils pensaient qu'elles allaient commencer à commander sur les exploitations agricoles ou bien? Je pense déjà le fait qu'elles demandaient de garder l'argent pour elles, pour qu'elles-mêmes puissent gérer l'argent du ménage, c'était une menace par rapport au pouvoir des maris, ça certainement. La passion de Monique pour l'histoire des paysannes n'est pas étrangère à sa propre histoire. Fille de paysan, elle aurait voulu reprendre le domaine familial. Mais à l'époque, c'était impensable. Quand j'ai eu 15 ans ou 14 ans, j'ai dit à mon papa, moi je veux faire agricultrice.
Et puis mon papa, il m'a dit, j'avais donc mon petit frère qui avait 7 ans, il a dit non, tu peux pas faire agricultrice parce que c'est ton frère qui va reprendre la ferme. Alors comme j'étais pas trop nulle à l'école, et ben après j'ai fait des études. Et c'est ce qu'elle fera. Après des études universitaires, elle épouse un paysan et devient donc de fait une paysanne. Elle trouve ensuite sa voie dans les études agricoles, devenant l'une des premières femmes à décrocher le diplôme supérieur de paysanne. On a été très longtemps 12 au niveau de la Suisse romande à avoir obtenu le diplôme supérieur de paysanne. Et puis tout à coup, on se fait un petit peu repérer. C'est comme ça qu'elle entre alors dans les comités de plusieurs instances agricoles. En parallèle, elle enseigne dans des écoles d'agriculture jusqu'à devenir experte du brevet fédéral de paysanne. Mais ce n'est qu'à 55 ans qu'elle réalise enfin son rêve en s'associant avec son mari et 2 autres paysans sur une exploitation à Saint-Cierge, au-dessus de Moudon. Justement, mais si jamais... non, mais je regardais... Depuis le 1er janvier 2020, je ne devrais pas dire fort, avant je n'avais pas du tout de statut, j'étais ni salariée de mon mari, ni co-exploitante, mais depuis le 1er janvier 2020, je suis donc co-exploitante avec mon mari dans cette nouvelle association. Ça, c'est un souhait de votre part? Oui, c'est un souhait. Parce que je lui ai dit que je ne voulais pas seulement devoir signer pour les dettes, mais que je voulais aussi être... voilà. Donc, je suis aussi copropriétaire. Roxane est aujourd'hui chef d'exploitation. La ferme où elle est née est même devenue son salut après un chemin long et tortueux. Elle aussi s'était rêvée paysanne, mais son père le lui avait déconseillé par crainte qu'elle ne s'en sorte pas financièrement. Adolescente, elle commence alors un apprentissage de commerce dans une banque. Annabelle. J'ai pas aimé du tout. Commencer tout d'un coup un apprentissage, paf, il faut aller en ville, Lausanne, il faut prendre le train, je connaissais pas autrement la grande ville et tout. Ça fait beaucoup pour une petite fille de 15 ans, je pense, alors qu'on sort d'un petit paradis comme ça. C'est vrai que moi j'ai eu cette enfance ici, c'était une enfance vraiment merveilleuse. Après j'ai fait plusieurs métiers, plusieurs emplois. Moi, j'ai eu un peu d'autres déboires dans la vie aussi qui m'ont amené, j'ai eu pas mal d'angoisse et tout, donc ça m'a amené à consommer un peu trop d'alcool, un peu trop de drogue aussi. Et puis, j'ai dû faire en fait un sevrage en 2010. À un moment donné, j'ai dit stop, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose qui joue plus. Et c'est dans la ferme familiale qu'elle retrouvera son souffle. Elle sera soutenue tout du long par ses parents. Le sevrage sera néanmoins long et difficile. En allant à l'écurie vers mon papa qui avait encore quelques vaches, ça me faisait un bien fou. J'ai eu des cochons d'Inde aussi qui m'ont énormément aidé. Je sais ce que tu veux, mon gros. À la ferme, on n'est pas confronté à la dureté humaine, je veux dire. Même si les journées, elles sont dures, même si on n'a pas beaucoup dormi la nuit ou qu'il y a quoi que ce soit. Ah, le ravitaillement, les piou-piou. Eh ben non, je me lève pour mes animaux, c'est normal. Et puis eux, ils vont... Même les poules, elles sont pas contentes. Voilà, elles vont pas faire semblant que tout va bien, puis par derrière, aller me critiquer au coq, t'as vu celle-là? Voilà. C'est beaucoup plus simple, il n'y a pas 25 000 questions à se poser, quoi. Faut y aller. Au moment où elle réalise l'importance de la ferme et de la terre dans sa vie, l'idée de reprendre le domaine la taraude à nouveau. Peu après, elle rencontre Guy, son compagnon. On s'est rencontrés de façon totalement folle. Je monte les barres et puis... Et puis, on n'avait absolument pas de projet professionnel commun. Je l'ai vraiment rencontré au bon moment. Et lui, il m'a dit, mais fonce. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas capable.
je l'aurais peut-être pas fait, franchement, s'il m'avait pas encouragée comme ça. Et puis lui, il était derrière, il m'a tout de suite dit qu'il serait là s'il fallait aider et tout. Donc ça m'a mis en confiance aussi. J'en ai beaucoup voulu à Roxane parce qu'elle a beaucoup tardé à m'annoncer qu'elle était en fait issue d'un milieu agricole. Et ça m'avait choqué parce que, en fait, au fond de moi, j'avais cette envie depuis toujours de me retrouver dans l'agriculture. Et grâce à elle, c'est une chose que je vis aujourd'hui. Et pour ça, je la remercie tous les jours. Roxane reprend alors l'exploitation qu'elle rebaptise la ferme des amoureux. Son père continue de les épauler sur les grandes cultures, comme le blé ou le colza, et la vigne, qui est restée son domaine à lui. Guy décide de s'investir sur la ferme à plein temps. Bon, c'est vrai qu'on a les grandes cultures. Pour le moment, c'est ça qui nous fait gagner l'argent. Mais c'est pas non plus... voilà, on finit pas forcément l'année comme Crésus, on va dire. Donc, je pense qu'on était obligé aussi de trouver une alternative. Voilà. Pour consolider leurs finances, Roxane et Guy ont décidé de se spécialiser dans les animaux et les plantes menacés de disparition. Des espèces promues par la fondation Prospecie Rara qu'ils espèrent vendre à la ferme. Tu me mets un peu d'eau, s'il te plaît ? Pardon. C'est un bon moyen pour nous de se démarquer un petit peu de ce qui se fait déjà. Je pense qu'on va aussi attirer les gens qui veulent spécifiquement se déplacer pour ce genre de produits en voie d'extinction. C'est la raison pour laquelle on a ce projet de permaculture qu'on porte à bras. Et voilà. Pour cette année, c'est notre façon de réagir justement à cette difficulté. Et on se réinvente tous les jours et on apprend beaucoup ensemble du métier et de la relation. Depuis que je travaille à la ferme, je me rends bien compte que je suis une femme. Tout ce qui est déjà une question de force, on a beau avoir toute la volonté du monde, moi je ne soulève pas plus que 25 kilos. J'ai vu Guy soulever un petit veau qui devait faire facilement 50 kilos, hop, il l'a pris sur l'épaule et puis il a fait 300-400 mètres avec un petit veau de 50 kilos sur l'épaule. J'aurais dû faire ça, moi, non, c'était pas possible. Les femmes mettent souvent en avant leurs limites, mais rarement leurs forces. Et pourtant, elles se distinguent aussi dans ce monde agricole où elles commencent à diriger des domaines. C'est le cas pour Anne. Elle a fait partie de ceux qui ont repris le flambeau de la lutte pour un prix du lait équitable après les grèves du lait qui avaient marqué les esprits en 2008 et 2009. Le message est clair. Soyons solidaires. À l'époque déjà, les paysans réclamaient 1 franc le litre de lait, alors qu'ils touchaient à peine plus de 60 centimes. Mais 10 ans plus tard, alors que le prix du lait est tombé à 55 centimes, Anne et d'autres producteurs réussissent un coup de force. Ils obtiennent enfin le franc demandé. Une première dans le monde agricole, même s'il ne concerne qu'une partie de la production d'une 60aine de paysans. La brèche est enfin ouverte. En 2019, les premières briques de lait équitable sont arrivées dans les commerces qui ont bien voulu jouer le jeu. Au travers de ce projet, on montre que oui, on est capable d'être des entrepreneurs, on est capable de trouver des solutions à nos problèmes. Puis je pense que oui, soyons optimistes. Moi, j'ai confiance en l'avenir, puis je pense que mon exploitation, elle sera encore là dans de nombreuses générations. Malgré cet optimisme, Anne Schoenvar traverse une période douce amère. Son lait équitable vient d'entrer dans plusieurs grandes surfaces. C'est réjouissant pour l'avenir. Dans le même temps, elle doit faire le deuil de son père, disparu bien trop tôt. Si leurs rapports n'ont pas toujours été simples, elle sait qu'au fond, il fondait tous ses espoirs sur elle. Je pense qu'il était fier, oui, parce que peut-être que le moment n'était pas encore venu quand c'est eux qui ont essayé de mener ce combat. Puis tout à coup, c'était mûr. On a réussi à faire aboutir ce projet qui était là depuis longtemps. Et puis voilà, que ce soit aussi une femme qui le fasse, ça le touchait peut-être aussi. Puis je pense que, ouais, en effet, il y avait quand même de la fierté. Ça n'a
pas toujours été simple. Je pense qu'on doit peut-être davantage prouver, quand on est une fille, on doit davantage prouver qu'on est travailleuse, qu'on est tout aussi courageuse que la génération d'avant, puis que les hommes qui ont travaillé avant nous. En même temps, il vous l'a transmise, cette ferme, Anne. Oui. Puis ça, c'est une preuve d'amour aussi, C'est non? une preuve d'amour, c'est une preuve de confiance. Et le jour avant de mourir, il m'a dit, tu sais Anne, tu vas arriver. Et puis des fois, peut-être, je manque un peu de confiance. Et puis, le fait qu'il dise ça, je dis que si lui y croyait, moi, je dois croire aussi que je vais arriver. Cette place-là de femme paysanne à 100% à la ferme avec ses enfants, et là, elle est un peu dure à affirmer, je trouve. Je suis encore dans ce côté, pas entre les deux, parce que vraiment, j'ai clairement les deux pieds dedans, mais moi, voilà, j'arrive pas très bien à savoir comment je pourrais me qualifier, en fait. Est-ce que vraiment je suis paysanne ? Alors qu'il y en a qui en font 10 fois plus que moi, quoi. On n'est rien sans ces femmes. On n'est rien sans ma mère, sans ma grand-mère, sans ma femme. Je veux dire, c'est pas que les hommes dans l'agriculture, c'est pas parce qu'on est l'homme chef d'exploitation qu'on est celui sans qui rien ne tournerait. Je lui dis tous les jours que c'est trop bien de venir aider soigner les veaux, c'est trop bien de venir d'être avec moi, quoi. Même des fois, elle vient faire des parcs avec moi. Cet été, elle est venue faire des parcs avec moi, avec les petits derrière. Ouais, c'est magnifique, quoi. Donc sans elle, non, je verrais pas la ferme tourner très bien, non. En fait, elle n'a pas épousé que vous, Laure, quand elle s'est mariée. Non, je pense qu'elle a épousé un métier, une famille, une façon de vivre. Elle a épousé une façon de vivre, je pense. Notre vie de famille avec la ferme, Nathan, il y croit tellement aussi. Enfin, il vit pour ça, qu'on se pose pas trop de questions, même si on sait que ça va être dur. Par moments, oui, on doute, parce que dans la vie d'un agriculteur, il y a toujours des choses qui arrivent. Mais pour l'instant, je ne nous verrai pas du tout ailleurs, quoi, jamais ailleurs. On a quand même un quotidien un peu extraordinaire, je trouve.